bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ici, merci d'être présents en ligne également, on sait qu'il y a pas mal de monde. Nous, en tant que mêlée entité associative, il nous semblait quasiment obligatoire de traiter cette question de l'accessibilité au sens très très large du terme, puisque la mêlée numérique traite évidemment de ces questions d'IA, de ces questions de data, etc., des sujets extrêmement pointus au niveau purement technologique. Et il nous semblait aussi intéressant de partir de la base de ce qu'est l'accessibilité, de quels sont les freins à l'accessibilité pour une part importante de la population, et là on y reviendra. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir autour de la table 5 personnes qui sont spécialistes de cette thématique-là, cette thématique qui est extrêmement large, puisqu'on va traiter de l'équipement, on va traiter des compétences, on va traiter de l'accessibilité des services, sites internet, etc. Et pour ça, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Jade Vincent. J'ai cofondé avec 2 autres associés l'agence Rose Primaire. Je ne sais pas si on développe maintenant. On y reviendra dans tous les cas. Ouais, okay, voilà. Donc bonjour, Caroline Froidefond. Donc je suis responsable du programme Orange Digital Center pour la société Orange. Bonjour, Eric Guéraud, je suis le directeur de la société Lysio. Bonjour, Thibaut Cabri, je travaille chez Enedis. Je suis chef de l'agence gestion approvisionnement numérique, une agence qui est en charge l'approvisionnement et la seconde vie des terminaux utilisateurs. Bonjour, je suis Nicolas Chardon, je travaille au sein de iSNCF Solutions, qui est une entité de SNCF, et je suis responsable de domaine accessibilité numérique. Merci beaucoup. Alors on va débuter cette petite table ronde par un point de contexte. Je sais que vous connaissez toutes et tous un peu le sujet. On parle souvent de RG2A, on va parler de handicap, on va parler d'équipement. Et il nous semblait important de faire une petite introduction méthodologique. Et là, je vais me tourner vers Jade pour commencer sur ce que suppose l'accessibilité, sur ce que signifie l'accessibilité, qu'est-ce que ça engendre, quel contexte, quels enjeux. Oui, alors c'est juste pour un petit point sémantique voilà, sur le terme accessibilité. D'une part, l'accessibilité, c'est un droit fondamental inscrit dans l'article 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Donc, très important voilà, de le rappeler. Et ensuite, accessibilité numérique. En fait, il y a 2 approches. Il y a l'approche universelle qui est celle à l'origine de l'inventeur du web, de Tim Berners-Lee, donc de ce qu'il a créé du World Wide Web Consortium, du W3C, où là, dès le départ, il avait une vision très universaliste donc, de ce qu'était le web. Et donc, je cite, donc, pour lui, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique et leur aptitude physique ou mentale. Voilà. Donc ça, c'est une vision, comme je disais, assez universaliste. Et après, il y a une approche qui est une approche politique et réglementaire. Et donc là, je voulais citer un acteur français qui est très connu dans le domaine de l'accessibilité numérique, qui est Access 42, qui a participé aussi à l'élaboration du RG2A. Et donc, eux ont une définition très claire qui est l'accessibilité numérique s'inscrit donc dans une démarche d'égalité et constitue un enjeu politique et social essentiel afin de garantir à tous, sans discrimination, le même accès à l'information et aux services en ligne, enlevant les barrières qu'elles peuvent rencontrer. Voilà, donc je ne voulais pas dénaturer leur... Donc voilà pour ce petit point sémantique. Merci beaucoup Jade. Et justement, tu faisais mention du RG2A qui est quelque chose d'absolument référentiel, de référence, ça porte bien son nom. Est-ce que, par exemple, je tourne vers Eric, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ce qu'est le RG2A, ce qu'il suppose juridiquement au niveau méthodologique aussi ? Oui, bonjour. Le RG2A, en fait, c'est un ensemble de règles que doivent respecter un site internet, notamment, ou un logiciel, pour être à minima compatible avec des outils, des lecteurs braille et autres. Mais ça va intégrer aussi des règles du X-Design pour que tout le monde puisse accéder le plus facilement possible à l'information, au formulaire, que tout soit fluide. Cette réglementation, en fait, il y a une obligation légale qui est pas nouvelle, qui date de 2005, et qui impose à tout site internet, à tout site web public
ou de grosses entreprises, en fait, de faire un audit et d'avoir une notation affichée sur son site, de savoir s'il est compatible à 100%, 50% ou autre. Au-delà de ça, donc là, c'est l'obligation légale de faire cet audit, mais pour le propriétaire du site, ça a d'autres enjeux, parce qu'en fait, ça va ouvrir son information vers ces publics-là. Et ça va permettre à ces publics-là d'accéder aussi à des informations essentielles, notamment pour les organismes publics. Et justement, vous mentionniez l'obligation pour les sites internet. On parle de sites internet publics ou privés. Ça s'impose à quelle typologie de sites internet ou à minima de structures porteuses de sites internet? En fait, c'est tout site internet. On va parler de sites vitrines, de sites e-commerce, mais aussi au niveau des intranets. On peut aller même plus loin parce qu'aujourd'hui, tout logiciel métier, en fait, c'est ce qu'on appelle du SaaS, donc c'est du web. Donc forcément, on doit appliquer les mêmes règles, les mêmes obligations. Au-delà de l'obligation légale, c'est du bon sens. C'est-à-dire que c'est permettre à tous, au plus grand nombre, enfin même à tous directement, de pouvoir accéder à ces informations en ligne, mais aussi à ces outils. Alors, pardon, c'est juste pour apporter une petite précision. En fait, ce qui est très important, parce que le cadre réglementaire s'est durci très récemment, en juillet et là en septembre dernier. Donc, il y a non seulement une obligation. Maintenant, en fait, si vous voulez, on va aller sanctionner les obligations qui sont de l'ordre technique. Donc là, on ne se pose pas de questions, c'est le RG2A, référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. Mais il y a aussi les obligations d'affichage, c'est très important. Donc au niveau de, juste pour rappeler, les obligations d'affichage, c'est de mentionner sur la page d'accueil le statut de conformité, accessibilité totalement conforme, partiellement conforme, non conforme. Il faut faire une déclaration d'accessibilité dans laquelle il y aura l'audit, de préférence fait par un tiers, donc c'est-à-dire pas ceux qui ont conçu, réalisé le site web, et aussi un schéma de mise en accessibilité pluriannuel. Voilà. Donc on va sanctionner ces deux obligations, c'est important. Et en termes de champ d'application, sont concernés donc toutes les sites de droit public, donc toutes les administrations de droit privé, mais avec une mission ou une délégation de service public. Par exemple, je sais pas, la gestion de l'eau, des déchets, souvent ils sont dans cette configuration-là. De droit privé, mais avec un intérêt général, donc par exemple les ONG, et les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, le chiffre d'affaires annuel. Voilà, donc ça c'est le champ d'application. Pareillement, ce champ va être élargi puisqu'il y a une directive européenne. Et donc on est transposé dans la loi française. Et donc là, il va y avoir donc les services d'e-commerce et les services bancaires qui sont complètement dans le scope, si je puis dire, de la loi. Voilà, pardon pour la petite... Si je peux me permettre juste un petit complément, et dans le scope justement de la directive européenne, il y a aussi tout ce qui est transport. Et la directive donc européenne donc oblige à prendre en compte l'accessibilité, mais aussi l'accessibilité physique, c'est-à-dire l'accès physique au transport, et notamment, puisque je travaille au sein de SNCF, pour le transport ferroviaire. Et ça concerne donc l'accessibilité des moyens de transport comme l'accessibilité des outils qui permettent aux voyageurs d'être informés tout au long de leur trajet ou d'acheter leur billet. Et désolé, je rajoute encore un petit... Voilà, après, on va vous faire une tête comme ça sur le cadre réglementaire, c'est la dernière chose. Donc, en septembre, il y a une ordonnance qui vient de passer et donc a précisé le montant des sanctions qui, jusqu'à maintenant, était, on va dire, relativement flou et peu appliqué. Là, en l'occurrence, en tout cas pour les sites publics, le non-respect de l'accessibilité est maintenant passible de sanctions donc, d'un montant maximal de 50 000 €. Et chose importante, c'est donc l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui est compétente pour identifier et constater les manquements. Voilà. Et si un manquement sanctionné persiste plus de 6 mois après la sanction initiale, une nouvelle sanction peut être infligée. Voilà. Ça, c'est ce qui a changé très très récemment via cette ordonnance. Voilà. Merci Jade. Et du coup, je vais retourner vers toi, Nicolas. Qu'est-ce que ça suppose, l'accessibilité pour SNCF? Quels sont les enjeux? Évidemment, c'est lié à la mobilité, qui est quand même un droit fondamental, au même titre que l'accessibilité. Est-ce que, toi, en tant que salarié de la SNCF, tu constates qu'il y a des manquements en matière d'accessibilité, ou en tout cas un besoin qui est exprimé par les usagers en matière d'accessibilité? En tout cas, sur quoi se base ton action? Alors, sur les besoins d'accessibilité, effectivement, comme tu le dis, il y a plusieurs volets. Il y a le volet des utilisateurs.
au sein du groupe SNCF, on a en face de nous des utilisateurs des transports publics. Et pour beaucoup, pour des personnes en situation de handicap, le train est le seul et unique moyen de voyager. Donc l'accessibilité numérique pour ces personnes, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accès à l'information, pouvoir réserver son billet, donc pouvoir voyager en fait avec SNCF. Mais au sein du groupe SNCF, nous avons également des collaborateurs qui sont en situation de handicap. Et ça fait partie, comme on le disait au tout début, finalement de ces obligations d'accessibilité numérique qui sont prévues dans la loi. C'est l'accès, la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans le cadre du travail. Si une personne en situation de handicap ne peut pas exécuter ses missions parce qu'un outil interne n'est pas accessible, il est victime de discrimination. Donc c'est un double enjeu, aussi bien pour nos utilisateurs, le grand public, que pour nos collègues en fait, de travail. Et c'est dans ce sens qu'on essaye d'avancer sur une prise en compte globale et systématique de l'accessibilité numérique. Merci. Donc on vient de parler évidemment de l'accessibilité des services outils numériques. Je vais me tourner vers Thibaut. Toi, tu es vraiment sur le volet équipement. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça suppose en termes d'enjeux, l'accès à l'équipement, et puis l'impact, enfin voilà, l'émission d'Enedis sur le sujet? Tout à fait. Chez Enedis, en fait, c'est le même combat que la SNCF. On essaye que nos salariés soient tous égaux face à l'outil informatique, notamment quand il y a du handicap qui rentre en jeu, essayer de gommer le plus possible les inégalités qui apparaissent. Tout ça en évitant des contraintes annexes. Typiquement, moi, côté opérateur informatique aujourd'hui, je gère un parc de 40 000 PC. Je ne peux pas me permettre d'avoir une solution informatique adaptée à chaque salarié en situation de handicap ou ayant une particularité quelconque. Donc l'idée, c'est de trouver des matériels qui soient le plus adaptés au plus grand monde. On se rend compte aujourd'hui, en cassant les silos qu'on avait historiquement entre la filière RH et la filière SI, qu'il y a des solutions simples qui peuvent être mises en œuvre. Nos distributeurs de matériel informatique, ils sont habitués à faire du PC technique comme on leur demande des fois, mais ils savent faire aussi du clavier spécifique, de la souris spécifique, dans un coût qui reste tout à fait honnête. Là où avant, on laissait un peu les missions RH, les missions diversité, seuls face à leurs problèmes avec des interlocuteurs spécialisés qui leur facturaient la souris ergonomique 150, 200 €. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi côté opérateur informatique aujourd'hui. Le deuxième, c'est d'éviter que les salariés en situation de handicap soient face à une double peine. Par le passé, on adaptait un peu les dotations informatiques au handicap en fonction de ce que nous demandait le médecin ou l'ergonome, qui n'était pas forcément informaticien, mais en même temps faisait du best effort, on avait l'imposition et on réalisait. Il y a des exemples tout bêtes. Aujourd'hui, iOS est connu pour être plus adapté et plus accessible qu'Android. Du coup, le raccourci, c'est de dire, tiens, tous les salariés en situation de handicap, on leur file un iPhone, c'est réglé. En plus, c'est le matériel le plus cher du catalogue. Du coup, ça montre bien qu'on met en place des choses. Sauf que vous donnez ça à une personne qui est habituée à de l'Android depuis des années, en fait, elle va être perdue. Et finalement, aucun gain dans l'opération, vous la frustrez plus qu'autre chose et vous créez de vraies contraintes. Voilà. Ça, c'est un des exemples. Donc aujourd'hui, on essaye de fonctionner, de casser les silos, d'être à l'écoute. Côté filiarité, d'être vraiment proactif et faire des études de marché régulièrement sur les matériels possibles. Et côté filière RH, ils savent désormais qu'ils ont des interlocuteurs dédiés et ils nous sollicitent même au-delà des points institutionnels classiques qui existaient. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Justement, tu as évoqué la question des compétences et tu m'offres une transition absolument parfaite. Caroline, Orange porte un dispositif qui s'appelle Orange Digital Center pour répondre justement, enfin en tout cas pour accompagner les usagers, pas uniquement les clients d'Orange d'ailleurs, oui. Mais voilà, sur la question des compétences numériques, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur... En fait, si vous voulez, il y a 2 ans a été créé le programme Orange Digital Center qui est venu compléter l'association qui est la Fondation Orange qui avait été créée en 1989. Et l'objectif pour nous, c'était on s'est rendu compte, on a fait un état des lieux qui était que pendant le Covid, on a eu une vraie fracture numérique qui montrait que on va dire une grosse partie de la population était vraiment déconnectée et qui avait besoin d'un véritable accompagnement. Et là, je rejoins c'est Thibaut quand il dit quelqu'un qui a iOS, quelqu'un qui a Android, c'est au même titre qu'un senior, c'est-à-dire que pour lui, ça va être un même handicap quand un aidant ou quelqu'un de la famille va offrir un smartphone à son grand-père et n'aura pas fait l'accompagnement du départ, la personne, le téléphone ne lui servira à rien en fait. Donc du coup,
coup, l'objectif pour nous a été de créer un programme qui venait compléter cet accompagnement et leur donner des solutions de formation. Donc le programme s'articule autour d'ateliers numériques où on va venir accompagner les seniors, les adultes, en tout cas les personnes qui ont de véritables besoins, et sous forme d'ateliers qui seront ou animés par des salariés volontaires d'Orange ou par nos partenaires. L'objectif, c'est de pallier aujourd'hui à ce besoin qui est devenu fondamental du fait que tout devient dématérialisé aussi. Tout à fait, on a tendance sur cette question-là à sortir cette stat qui nous conditionne un peu notre action en tant qu'Inox, c'est que 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme. Alors l'électronisme, le monsieur de l'ANLCI, on a donné une définition très juste il y a une petite demi-heure. En l'occurrence, le Covid a été en effet une forme de révélateur de quelque chose qui existait déjà auparavant. Le fait est que quand les personnes ont été dans l'impossibilité de sortir de leur domicile pour aller faire leurs démarches, des démarches qui se faisaient dans l'espace physique, dans la rue, dans les caves, dans les pôles emploi, etc. Il se trouve que une fois confronté à cette impossibilité-là, on a eu un taux de non-recours qui a explosé. Et donc, au-delà de la question de l'accès à la culture, qui est évidemment une question importante, voire capitale, là, c'était vraiment une question de vie ou de mort. C'était littéralement ça. Parfois, les personnes qui étaient les plus précaires sont aussi les personnes qui ont statistiquement le moins de compétences en matière de numérique et en matière de langage administratif. Donc, ça soulevait cette problématique importante sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur justement ce point de contexte sur ce qu'est l'accessibilité, Eric ? Oui, on voit qu'on a déjà plusieurs témoignages de ce qu'est l'accessibilité. Il y a de l'obligation légale et puis après il y a différentes formes on parle d'inclusion numérique. En fait, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont accès au numérique et de l'autre côté ceux qui n'ont pas accès. C'est qu'en fait, il y a tout un ensemble de barrières qui sont propres en fait à chacun. Ça peut être des barrières liées au fait que la langue française ne soit pas notre langue maternelle, au fait qu'on n'ait pas du matériel adapté, au fait que, par exemple, on soit dyslexique ou daltonien, donc on ait du mal à accéder à ces informations. Il y a des handicaps pour lesquels il faut effectivement suivre des réglementations. En fait, on voit qu'il y a une multitude de difficultés, de barrières qui vont bloquer l'accès à l'information. C'est quelque chose qui est important pour... En fait, il faut que ce soit les acteurs, les propriétaires des sites Internet qui s'approprient cette question, tout simplement parce qu'en fait, quand on parle d'un site Internet ou d'un logiciel, son objectif, c'est de communiquer, c'est de faire porter le message du propriétaire du site. Et le fait de laisser toute une partie de la population de côté, c'est un problème tout simplement de performance de son message, de sa communication. Et quand on parle d'accessibilité numérique, de freins, en fait, et qu'on commence à compter les personnes qui sont dyslexiques, daltoniennes, les personnes qui sont handicapées, les personnes qui sont en inexpérience numérique, les personnes qui sont dans des zones à faible débit réseau, etc., on s'aperçoit que ça concerne plus de la moitié de la population, donc plus de la moitié de la cible potentielle. Donc il y a effectivement des obligations légales, mais tout le monde, même une petite structure, a intérêt à aller vers l'accessibilité numérique. Merci Eric. Et justement, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Allez, ça marche. Du coup, je vais me tourner vers Jade, avec Rose Primaire. Toi, tu interviens justement sur ces questions de mise en accessibilité de sites web, services informatiques aussi, je suppose. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton agence et sur ton métier de manière Oui. Alors, donc nous, on est une agence de communication et numérique responsable. Donc, on a un pôle bien sûr communication, un pôle formation et donc un pôle on va dire numérique responsable où on accompagne les organisations dans leur transition environnementale et sociale. Et donc à l'intérieur de ce pôle, on a plusieurs différentes prestations. On intervient à la fois sur la construction de feuilles de route sur le numérique responsable ou sur les schémas directeurs d'accessibilité numérique. On fait également de la rédaction de cahiers des charges intégrant des objectifs précis. Donc, quand il y a une obligation légale, de toute manière, c'est 100% de conformité, il n'y a pas le choix. Mais voilà, on intervient là-dessus. On fait également de la conception de sites web accessibles et de l'audit RG2A. Voilà. D'accord. Et est-ce que justement tu intègres la notion d'accessibilité dans cette grande notion qui est le numérique responsable, ou c'est deux choses qu'il faut différencier
c'est vraiment pour ma culture personnelle. Ah oui. Alors non, c'est vraiment complètement intégré à cette définition de numérique responsable. Numérique responsable, maintenant, on entend tout ce qui va être sobriété, avec notamment l'éco-conception de services numériques. Mais bon, il y a d'autres choses aussi dans la sobriété, et l'accessibilité est vraiment traitée dans le numérique. Il y a aussi les aspects d'éthique, bien sûr, avec le RGPD ou la captologie, enfin ce genre de... C'est vraiment assez englobant, quoi, le numérique responsable. Est-ce qu'on peut faire le lien entre un site plus accessible et un site fondamentalement plus léger, donc plus responsable au niveau écologique du terme, ou c'est deux choses? Oui. En effet, c'est des démarches, comme elles sont très transversales. La méthode, on va dire, de conduite du changement est très similaire. Donc, on a des méthodes où, en fait, ça se prend en amont, bien sûr, parce que si on le prend très tardivement, c'est-à-dire, et notamment, c'est souvent l'écueil, si on y pense qu'au moment du développement technique, de la partie technique, c'est déjà bien tard, notamment à la fois pour les deux, que ce soit l'éco-conception, c'est dit dans le nom, mais c'est vrai que ça se conçoit, l'accessibilité, on réfléchit, et comme l'éco-conception, on réfléchit à quel est mon besoin essentiel, quelles sont les fonctionnalités essentielles qui servent les besoins de mes bénéficiaires, de mes utilisateurs. Donc voilà, c'est vraiment des démarches très structurantes, dans lesquelles aussi il faut y avoir absolument des référents accessibilité ou des référents éco-conception, si on veut vraiment mener à bout le projet, parce que s'il n'y a pas de référent, en fait, à toutes les étapes de la chaîne de production d'un service web, il y aura des erreurs qui vont s'impacter sur l'ensemble des étapes. Donc le référent va être garant à chaque livrable, par exemple les maquettes graphiques, je dis un livrable au hasard, est-ce que les maquettes graphiques intègrent les critères du RG2A sur les contrastes de couleurs? Voilà, ça c'est, on va dire, basique. Est-ce que, pareil, même des wireframes, donc avant les maquettes graphiques, et ça, pareil au développement technique, donc il y a vraiment des évaluations à faire à toutes les étapes, et le référent est garant. Je dis mais il peut y en avoir aussi plusieurs en fonction de la dimension, bien sûr, des projets, quoi. Et pour ce qui est d'un créateur de site internet, ou en tout cas une toute petite équipe qui n'a pas nécessairement des moyens humains importants, comment tu accompagnerais un designer de site internet pour respecter à minima le niveau basique du RG2A, c'est-à-dire assurer un niveau moyen de compatibilité RG2A? Alors en fait, il n'y a pas réellement de niveau basique, dans le sens où, ça dépend, encore une fois, dans quel cadre on s'inscrit. Si on est dans un cadre réglementaire, il n'y a pas de niveau moyen. On est censé respecter tous les critères. Bien sûr, c'est souvent des démarches d'amélioration continue, et c'est pour ça qu'il y a un schéma pluriannuel. C'est que généralement, on essaie de viser un premier niveau et on s'améliore. Il y a des plans action annuels. Après, si on n'a pas forcément d'obligation, tu as raison, je dirais que ça passe quand même par une formation métier. C'est assez compliqué, en fait, en tout cas de viser l'accessibilité même minimale d'un site si, par exemple, les développeurs ou développeuses ont vraiment zéro compétence. Donc il y a quand même un minima, une formation métier à faire. Et il y a des formations à l'heure actuelle quand même sur le marché qui sont très sérieuses et même certifiantes pour certaines. Donc à exiger, à exiger dans les cahiers des charges, c'est bien. Et après, il y a quand même aussi pas mal d'outils et de ressources assez fiables qui permettent de s'auto-former, quand on n'a pas trop de moyens au RG2A, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jade. Et justement, sur cette question d'accessibilité ou des sites internet pour les personnes en situation de handicap, je vais me tourner vers toi, Eric. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Lisio, l'outil qui est présent sur le site internet de Rhinoc? Autopromo, mais allez voir. Oui. Alors en fait, il y a la phase de construction d'un site, comme vient de le préciser Jade, c'est-à-dire qu'un site il doit être bien fait. Bon, ça c'est la base. Et puis il y a des obligations légales dans certains cas, mais qui devraient, à mon sens, être appliquées à tous les sites, toute conception de site. Et une fois que le site est fait, en fait, il présente le même visage pour tout le monde. Et il y a des préconisations qui existent, par exemple, pour les personnes qui sont dyslexiques, pour leur faciliter la lecture. C'est d'avoir une police de caractère spécifique, avoir les mots qui sont un peu plus écartés, jouer peut-être sur les couleurs. En fait, on retrouve ces spécifications dans les livres papier pour personnes dyslexiques qu'on trouve dans le commerce. Donc,
ça a été un peu le point de départ de la solution Lysio, où on s'est dit on va développer une solution qui va pouvoir s'installer sur tout site internet et qui, au choix de l'utilisateur, va lui permettre d'adapter l'affichage. Et là, par exemple, pour les personnes dyslexiques, de trouver un affichage qui soit comme ce qu'ils peuvent retrouver sur les livres pour dyslexiques dans le commerce. Donc c'est exactement la même chose pour les personnes daltoniennes, c'est la même chose pour des personnes qui ont des tremblements où les boutons vont se grossir, que pour eux, pas pour les autres, parce qu'autrement ça devient, on va dire, moche pour les autres, pas bien visible. Et au fur et à mesure, on a rajouté des outils de lecture vocale, des outils de traduction multilingue, tout simplement parce qu'il y a une grande partie de notre population qui n'est pas d'origine française et qui a du mal à lire le contenu. C'est vrai aussi pour les touristes. Et enfin, on a travaillé aussi sur un aspect de l'inexpérience numérique. On s'est posé la question pourquoi les personnes qui sont en inexpérience, quelles sont les principales difficultés qu'ils ont et comment on pourrait, de façon informatique, adapter l'affichage du site pour que ça soit plus facile pour elles. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on passe d'un site à l'autre, en fait, tout change. C'est-à-dire la structuration de la page, la position des menus, la symbologie, les couleurs utilisées. Et c'est un peu comme nous qui avons un peu plus d'habitude numérique, quand on passe sur un nouveau logiciel, une nouvelle version d'Excel ou autre, en fait, il faut qu'on cherche, on tâtonne un petit peu, mais on y arrive, on n'a pas peur. Et donc ce qu'on a développé, c'est en fait un algorithme qui va, pour tout site internet, représenter l'affichage toujours pareil. Structuré toujours de la même façon, les menus toujours au même endroit, etc. Donc l'ensemble il y a à peu près une centaine de paramétrages sur la solution Lysio qui peuvent se combiner parce que bien sûr il y a une très grande variété de difficultés qui peuvent se combiner suivant les personnes. On a rajouté aussi une technologie qui permet d'afficher l'information beaucoup plus rapidement dans les zones à faible débit réseau. On arrive à accélérer jusqu'à x100 cet affichage, tout simplement pour éviter d'attendre 2-3 minutes que la page s'affiche, quand on est vraiment dans des endroits très, très perdus, pour justement éviter que le visiteur s'en aille. Donc cette solution, c'est une solution plug and play, comme tu précisais, qui est installée sur le site Rhinoc, mais sur beaucoup d'autres. On équipe plusieurs centaines de sites web et on travaille avec des collectivités, des grosses entreprises et des toutes petites entreprises aussi, avec des indépendants. Donc c'est très très varié. Et ça n'a pas pour objectif de remplacer les obligations légales. Les obligations légales, c'est lié à la méthode de conception. Et ça doit suivre des règles bien précises. Là, on est plutôt sur une amélioration de l'expérience utilisateur, une personnalisation de l'expérience utilisateur en fonction de chaque personne, et c'est à chaque personne de le déclencher. En parallèle de ça, on travaille aussi sur des aspects écologiques où c'est en fait la même façon, le même esprit. C'est-à-dire que pour l'accessibilité, il faut le prévoir dès le début du projet et construire un site accessible. Pour de l'éco-conception, ça se prépare aussi dès le début du projet pour avoir un site qui soit le plus éco-conçu possible. Et nous, on développe des outils qui vont venir se plugger sur le site pour faire de la mesure, pour essayer d'améliorer encore un peu plus la partie écologique du site. Donc notre objectif, c'est vraiment de développer des outils qui puissent être disséminés très très rapidement sur une constellation de sites internet pour en améliorer l'accessibilité et aussi la partie écologique. Merci beaucoup Eric. Et justement, on va rester sur cette thématique de l'accessibilité. Vous parliez tout à l'heure de la dimension interne à l'entreprise, de la dimension externe à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle à la SNCF, sur vos différentes actions qui vont dans le sens de la mise en accessibilité des services numériques? Oui, alors, je vais commencer par présenter un petit peu l'entité au sein de laquelle je travaille. Donc, j'appartiens moi à la direction du design et du développement de ISNCF Solutions, et on est fournisseur de services en fait pour toutes les entités SNCF. Et nos services, ça va être du design, ça va être de l'accessibilité, ça va être aussi du développement. On a donc ces trois compétences qu'on met au service de SNCF. Et on travaille aussi bien sur des sites grand public que sur des outils internes au sein du groupe SNCF. On est également en relation, et je parle en particulier donc de mon équipe, l'équipe accessibilité numérique. Elle va faire notamment des audits d'accessibilité et elle travaille avec des référents accessibilité qui travaillent au sein des différentes sociétés du groupe SNCF. Au sein de ces sociétés du groupe SNCF, les référents accessibilité numérique sont en charge auprès des DSI du suivi de l'accessibilité numérique. C'est eux qui vont piloter
les audits d'accessibilité à faire, et derrière aussi s'assurer que tous les nouveaux projets qui sont mis en place prennent en compte l'accessibilité numérique. Et c'est là où l'équipe accessibilité numérique est donc là pour les aider sur ces sujets-là, puisqu'on accompagne les développements, on accompagne aussi la phase de conception, c'est-à-dire qu'on va épauler, on a des designers qui sont déjà très bien formés à l'accessibilité numérique, on vient en renfort pour les aider à vérifier qu'ils ont bien pris en compte les exigences d'accessibilité numérique sur leur design. Ensuite, on va rencontrer les équipes de développement, donc nos propres équipes, donc ils ont déjà eu pour partie des formations sur l'accessibilité numérique, mais on vient avec eux refaire une passe pour leur repréciser c'est quoi les exigences, qu'est-ce que nous allons attendre d'eux sur l'accessibilité numérique et comment eux peuvent nous solliciter dès qu'ils ont besoin de notre aide. Et au fur et à mesure des développements, on est là pour chaque incrément de développement dire voilà, pour l'accessibilité numérique, sur cette fonctionnalité que vous allez développer, il faudra faire attention à tel et tel point. Quand la fonctionnalité est livrée, on revient pour vérifier que les exigences qu'on avait posées à l'étape précédente ont bien été respectées. Et enfin, on fait un travail aussi avec la direction de l'accessibilité. La direction de l'accessibilité dans le groupe SNCF, c'est une entité qui est chez SNCF Réseau, alors que ISNCF Solutions est une entité de SNCF, donc la holding. Et donc la direction de l'accessibilité, elle fait un travail notamment de concertation avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap. Elle fait aussi un travail de coordination de tous les acteurs du monde SNCF sur les sujets accessibilité. Donc, par exemple, la direction de l'accessibilité va travailler aux aménagements, elle va travailler en collaboration avec Gare et Connexion sur les travaux d'accessibilité dans les gares. Elle va travailler avec la direction du matériel pour tout ce qui va être l'aménagement des voitures pour l'accessibilité, donc les emplacements pour les fauteuils roulants, mais aussi, par exemple, il y a dans les trains des balises sonores qui peuvent être activées à la demande par les personnes déficientes visuelles, qui leur rappellent, par exemple, ils sont sur le quai, ils déclenchent la balise sonore, et le dispositif va leur annoncer où est-ce que part le train et devant quelle voiture ils sont. Et enfin, la direction de l'accessibilité, elle est là donc pour coordonner aussi le travail avec les entités ferroviaires. Les entités ferroviaires, ce sont tous les transporteurs, et y compris du coup des concurrents de SNCF, qui vont proposer des services pour les voyageurs, pour s'assurer justement que l'accessibilité, dont l'accessibilité numérique, est bien prise en compte pour que demain, tous les voyageurs qui vont utiliser les services de SNCF puissent utiliser donc les trains, que ce soit des personnes qui voyagent avec des trains SNCF ou des trains qui ne sont pas de la SNCF. Et il y a enfin un travail aussi de coordination pour l'assistance pour les voyageurs handicapés. Et sur le volet numérique, nous, on intervient notamment sur les services de réservation de l'assistance pour les voyageurs handicapés en accompagnement justement sur le volet accessibilité numérique. Merci beaucoup. Là, du coup, je vais me tourner vers Thibaut, qui justement, toi, tu es spécialiste de l'équipement, l'équipement adapté, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça la terminologie exacte? Alors moi, je suis chef de personnes qui sont spécialistes des équipements et dont beaucoup de bonne volonté autour du matériel adapté. Ouais. Et justement, tu es venu avec un équipement pour une démonstration. Est-ce que tu peux justement nous dire ce que fait Enedis justement sur ces questions d'adaptation des équipements? Alors, avant de vous faire la démonstration de l'année, du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a lancé depuis 2 ans chez Enedis. Tout d'abord, autour du matériel, on a réinterrogé nos règles d'attribution des matériels existants. Donc, vous avez dit, on est sur un modèle industriel. Pour nos 38 000 salariés, nous déployons 5 modèles de PC différents. Et par le passé, la solution simple, c'était de dire, salarié en situation de handicap, il a un problème avec ses logiciels, on lui met le super PC technique, puis on aura fait du mieux qu'on peut, on aura rempli notre obligation de moyens. Résultat, on donne des PC qui peuvent
qui pesait plus de 3 kg, qui coûtait plus de 3 000 € et des super cartes graphiques, pour finalement répondre à un besoin qui était tout autre. C'était des logiciels qui n'étaient pas mis à jour, parce que pour des règles cyber, on interdit les mises à jour automatiques. Et puis comme ce n'était pas du logiciel métier, finalement personne ne passait de temps dessus, donc on se retrouvait avec des vieux logiciels qui faisaient ramer toutes les machines, et que ce soit une machine standard ou une machine ultra technique. Donc là on a mis à profit un peu nos connaissances et nos experts techniques, qui ont réussi à faire marcher un peu mieux les logiciels, et qui ont dit mais finalement, vous prenez pas la tête, donnez un PC standard, ça marchera aussi bien. L'avantage c'est que la personne, elle aura qu'un PC d'1,3 kg au bout du bras, et en plus ça coûtera 3 fois moins cher à l'entreprise. Donc voilà, déjà réinterroger nos règles, on va dire dérogatoires d'adaptation du matériel. La deuxième, c'est élargir notre catalogue avec plus de matériel, plus de références. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, la souris ergonomique, historiquement, on proposait une souris ergonomique pour droitier, la classique. Et puis en fait, en posant quelques questions, en ouvrant quelques portes, on s'est rendu compte qu'il y avait des souris avec un repose-poignet intégré qui permettait de bouger complètement. Puis il y avait aussi des trackballs, et puis il y avait des dispositifs collés au clavier. Et tout ça chez nos distributeurs habituels, pour un tarif compris entre 10 et 40 € que les gens pouvaient commander librement. Alors là, on ouvre un peu la porte qu'on a commencé à entrouvrir tout à l'heure sur, oui, il y a les personnes en situation de handicap et il y a les autres. Dans une population tertiaire qui utilise le PC, c'est beaucoup de risques de troubles musculo-squelettiques. Avoir un accès plus facile à ces matériels adaptés, c'est aussi faire de la prévention et limiter le risque de handicap derrière. Donc finalement, on gagne sur tous les plans. On gagne en termes de coûts, on gagne en termes de prévention, en termes de visibilité aussi. Là, je vous disais, la démonstration de l'année, j'ai amené un petit gadget qui est un peu le summum de la souris ergonomique. C'est une souris qui marche sur le doigt. Donc pas besoin d'avoir de poignée qui bouge ou autre. On a un petit trackball intégré, on a 2 petits boutons. Matériel qui apparaissait comme nouveau chez un de nos fournisseurs, donc nous on a bondi dessus, génial, ça coûte 30 €, c'est tip top, ça peut répondre à des nouveaux besoins. On l'a reçu, en fait le truc il est très cheap, les pilotes sont valables jusqu'à Windows XP, ils ont dû sortir ça d'un placard. On va surtout pas recommander ça à des personnes en situation de handicap. Mais on trouve que le concept est génial. Donc du coup, quand on teste des matériels aujourd'hui, quand on les ajoute, on va du début à la fin, c'est-à-dire qu'on identifie des besoins quand la mission RH, la mission diversité ou les médecins nous appellent, on essaye de voir ce qu'on trouve chez nos distributeurs, on commande, on teste, on fait un retour d'expérience, on généralise ou pas. Pareil, des fois il y a des matériels qui marchent hyper bien, mais qui ont besoin de drivers spécifiques, qui ne sont pas conformes avec les règles de sécurité de l'entreprise. On ne va pas mettre les gens en difficulté à leur filer un matériel qu'ils ne pourront pas utiliser. Donc ça, c'est sur la partie matérielle, sur laquelle on travaille de plus en plus. Alors bien entendu, on est en lien avec des ergonomes qui ont des besoins très spécifiques, mais la plupart du temps, on est sur du bon sens, on est sur des choses relativement simples. Il y a aussi des fois où on est obligé de dire non, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on achète. On ne peut pas se permettre de qualifier un type d'ordinateur pour une personne. Des fois, on a des gens qui viennent nous voir, qui disent « Moi, j'ai besoin d'un PC portable avec un écran 27 pouces. J'en ai vu un sur Amazon, un PC chinois, j'ai besoin de celui-là. » Non, l'entreprise ne peut pas aujourd'hui investir autant d'argent sur une seule solution pour une seule personne. Par contre, on se met autour de la table, on trouve une solution palliative, typiquement un écran portable sur le côté. Il sera en 19 pouces. Ben, c'est mieux que rien, mais on peut lui fournir tout de suite. Et du coup, on trouve un intermédiaire, là où par le passé, c'était juste c'était une fin de non-recevoir, on ne peut pas répondre à d'autres besoins. Voilà. Donc on fait du mieux possible, on essaie de trouver des solutions simples et déployables rapidement. Donc ça, c'est sur l'aspect purement matériel. Et bien entendu, du matériel tout seul, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de service associé. Donc là, on rejoint un peu l'idée de travailler de façon concertée avec toutes les entités autour de l'IT. Il y avait la question de l'intervention au domicile du salarié. Il y a des salariés qui ne peuvent pas venir sur le site de travail, qui sont en télétravail permanent, parce qu'ils ont des problèmes de déplacement. Il y a des salariés pour lesquels le médecin a préconisé une position de travail identique au bureau et chez eux. Je vous laisse imaginer la personne qui est malvoyante, voire aveugle, qui ne peut pas venir sur site, à qui on envoie l'écran de 32 pouces, à qui on dit ben, installe-la sur ton bureau et puis tu n'as qu'à l'accrocher au pied ergonomique qui va avec. La personne elle ne peut pas le faire, elle se retrouve en difficulté. Et la solution qui apparaissait à chaque fois, c'était il n'y a qu'à demander à un collègue. Et puis finalement, on va chercher le collègue geek de l'équipe qui va le faire. Ça se faisait toujours, ça marchait toujours. Le seul problème, c'est que finalement, la personne en situation de handicap, elle est obligée de solliciter l'aide de ses collègues. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils n'ont pas envie d'embêter les collègues. Déjà que leur travail n'est pas évident, qu'ils ne se sentent pas forcément valorisés dans les équipes, bah, du coup, derrière, ils ne disent plus rien, ils attendent que le temps passe et puis ils sont en difficulté.
Donc ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité pour notre infogérant d'intervenir directement au domicile du salarié, moyennant une formation du technicien sur le fait de se déplacer chez le salarié. C'est aussi encadré. Ce déplacement, il peut se faire à la demande express du correspondant diversité de l'unité. Il n'y a plus non plus besoin de passer par les filières d'approbation historique, le manager, le correspondant SI, pour pouvoir leur expliquer à chacun quel est le handicap de la personne. Donc voilà, donc on a un flux de demandes qui sont beaucoup plus simples, dirigés uniquement aux personnes qui ont besoin d'avoir des informations sur le handicap de la personne et qui permettent de répondre beaucoup plus facilement aux difficultés des gens et de les mettre en situation de réussir leur emploi au quotidien. Merci Thibaut. Et enfin, je vais passer la parole à Caroline. Sur justement ce volet compétences, qu'est-ce que fait Orange? Qu'est-ce que c'est finalement Orange Digital Center? Avec quel partenaire, vous vous organisez pour la mise en place de ce dispositif? Racontez-nous tout. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, les 13 millions de personnes qui sont concernées par la fracture numérique. Chez nous, elle se divise en 3 axes. On a les besoins en connexion. Ça, je ne vais pas vous faire le dessin Orange où intervient au niveau de la connexion, mais on intervient aussi sur le domaine de l'équipement. Donc, je rejoins Thibaut sur les équipements adaptés, l'équipement aussi bien pour nos salariés que pour le grand public. Et le 3e volet, c'est l'accompagnement. Donc, le programme Orange Digital Center, lui, va vraiment traiter uniquement l'accompagnement. Le programme a été développé dans tous les pays où Orange est présent. Et je vais vous donner juste un seul exemple, c'est les pays africains où on est présent aujourd'hui et on a développé un accompagnement personnalisé pour les jeunes et aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes ont pu créer leur projet professionnel grâce à cet accompagnement du programme ODC. Dans la région Occitanie, notre objectif c'était de s'associer à des partenaires déjà existants et des partenaires qui font figure dans le numérique sur la région. Donc je vais en citer la Mêlée par exemple, on a le Rose Lab, on travaille aussi avec les ASPTT, que ce soit Toulouse ou Montpellier, on a le Fabriqué. Donc voilà, on a pas mal de partenaires qui nous permettent de capitaliser sur nos forces respectives. C'est-à-dire que nous, on va leur apporter des solutions et eux, derrière, vont nous apporter aussi leurs propres compétences. Et on va articuler 3 types en gros, le programme va s'articuler autour de 3 cibles. Donc on va avoir la partie jeunes, où on va venir accompagner tous les jeunes sur de la sensibilisation au numérique. Donc ça va passer par du codage numérique. On va avoir aussi tout un volet sensibilisation pour le harcèlement. Donc là, on va faire des types d'ateliers escape game ou des ateliers foot sur le cyberharcèlement aussi. Donc le but c'est de apporter des façons ludiques d'accompagner tous ces jeunes. Et on a aussi tout le volet autour du Fab Lab, donc tout ce qui va être impression 3D, découpe laser, de façon à ce que ces jeunes aussi soient sensibilisés dès le plus jeune âge à ce type de matériel. On a l'accompagnement aussi de tout ce qui va être adulte et senior, où là on va venir plutôt les accompagner dans la montée en compétences comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça va être sur des volets plutôt d'ateliers numériques, donc ça va être sur la protection des données, éviter les arnaques en ligne. On avait créé l'atelier WhatsApp qui a été très plébiscité pendant le Covid parce que c'est la solution qui permettait de créer du lien. Vous avez aussi à côté toute la partie volet pro, TPE, PME, parce qu'on n'en a pas trop parlé là cet après-midi, mais clairement nous ça fait une cible qu'on accompagne aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de petites entreprises sont vraiment en difficulté quand on parle du numérique, que ce soit par leur facture numérique, j'ai mangé le nom, la facture numérique, toute la partie sécurisation des données. Donc l'objectif, c'est de les accompagner aussi. On parle d'accessibilité, que ça soit pour du handicap, mais une entreprise peut se retrouver aussi avec des besoins d'accessibilité par rapport au biais du numérique. Et on vient les accompagner de ce côté-là. Donc on va avoir des ateliers en physique, on va avoir des ateliers webinaires. Tout ça, c'est disponible sur le site de l'Orange Digital Center. Et nous, on a un objectif fort. C'était d'accompagner en France 250 000 personnes cette année et en accompagner plus particulièrement sur l'Occitanie plus de 20 000. C'est un objectif normalement qui sera atteint. On est plutôt satisfait de ce côté-là. Et du coup, je vous invite plutôt, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le programme ODC, ou d'aller sur le site ou de venir à l'atelier tout à l'heure où je développerai encore un peu plus le programme dans sa globalité. Merci Caroline. Maintenant, nous on avait... Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Eric? Je t'ai entendu. Oh,
On avait prévu pendant cette table ronde un temps d'échange avec vous, donc vous avez des micros sur vos tables, n'hésitez pas à nous poser des questions en appuyant sur le petit bouton rouge, vous allez voir ça s'allume, c'est super. Et en attendant, je vais faire un petit tour de table pour un petit mot de conclusion de chacun, pour peut-être aborder des thèmes ou des notions qu'on n'a pas encore pu aborder au vu du timing qui est très serré. Je passe la parole à Jade. Ok. Alors moi, je reviens juste sur le RG2A. Juste pour être précise, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de confusion, le RG2A, c'est vrai qu'on le présente toujours comme des exigences techniques, et c'est vrai qu'il y a c'est technique. En revanche, juste ce qu'il y a derrière, c'est fondamental, et le RG2A, c'est la traduction opérationnelle de la norme internationale qui s'appelle les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui existe depuis les années fin des années 90. Et ce qui est très important de se dire, c'est que en fait, cette norme et ce référentiel RG2A, il prend en compte la plus grande diversité des situations de handicap, la plus grande diversité des besoins utilisateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un grand nombre de problèmes qui sont traités. Pas tous. On sait que par exemple les personnes, du coup la langue des signes, le RG2A en parle, mais c'est très, très compliqué à la mettre en place. Mais en tout cas, ça essaie de couvrir, et ça fait des années en tout cas que la norme travaille dans ce sens avec une multitude de parties prenantes. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que concepteurs de sites web, on doit se reposer, puisqu'on ne peut pas se mettre à la place d'une personne qui a un handicap, parce que déjà au sein d'un même handicap, il y a vraiment une grande diversité. Si je suis aveugle, je n'ai pas les mêmes besoins que si je suis malvoyant. Voilà. Donc vraiment, évitons les biais qu'on a tous dans la conception, et appuyons-nous en fait sur des référentiels qui couvrent ces besoins. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne seront pas couvertes, mais c'est fait vraiment pour qu'il y ait un maximum. Donc voilà, je voulais expliquer vraiment la philosophie d'un point de vue des bénéficiaires, et pas toujours avoir ce côté technique qu'on attribue toujours au RG2A. Et dernière petite chose, pardon, je garde la parole. On a beaucoup parlé en fait de la mise en conformité d'un service en ligne ou d'un site web, d'un service numérique, au moment où on le met en ligne, c'est-à-dire la mise en production, pour le jargon, ou la mise en ligne. En fait, ce qui est aussi important de se dire, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Parce que je peux être super 100% de conformité à la mise en ligne. Par contre, si je n'ai pas formé mes équipes éditoriales, donc celles qui vont concrètement écrire du contenu, produire du contenu, texte, images, vidéos, qui vont se retrouver, documents en téléchargement, qui vont se retrouver sur mon site web, mon accessibilité, elle sera très vite dégradée. Donc, encore une fois, voilà, c'est vraiment toute une série de compétences métiers à former pour éviter en fait ces écueils. Et si actuellement mon site il n'est pas accessible, il n'est pas conforme, je peux quand même déjà agir un peu sur de l'éditorial. J'ai quand même des critères clairement qui sont des critères éditoriaux. Écrire des liens explicites, renseigner des alternatives aux balises images quand ce sont des images porteuses d'informations. Je cite deux grands exemples un peu et triviaux, mais il y en a d'autres. Mais il y a un ensemble de règles éditoriales où je peux commencer à agir sans que, bien sûr, en attendant une refonte ou en attendant une future création. Voilà. Et si jamais le sujet vous intéresse, le RG2A, le référentiel, est disponible librement sur Internet, donc à l'issue de la table ronde. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant et plutôt accessible, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Oui, Eric. Juste un petit mot pour renforcer ce que disait Jade. C'est évident, et je le dis tout à l'heure, que l'accessibilité, c'est bien pour les personnes qui ont des soucis, mais c'est essentiel aussi pour les structures et les collectivités. On fait partie d'un programme, chez Lydie, on fait partie d'un programme qui s'appelle 13M, qui est porté par la Banque des Territoires. C'est un accélérateur justement pour l'inclusion numérique. Et un des objectifs aussi, c'est de sensibiliser toutes les collectivités et entreprises sur ce sujet-là, parce que ça a un réel impact aussi sur leur performance. Donc il y a un besoin de la population, mais il y a aussi une performance à avoir du côté des entreprises. Et au centre, on doit se rejoindre.
Peut-être pour faire le parallèle, là on a parlé RG2A, on sent que c'est un peu compliqué pour les développeurs de l'intégrer. Si on leur parle de SEO, alors là il y a de l'expertise de partout, c'est 20 sur 20 partout. C'est quoi le SEO? SEO, pas développeur. C'est tout ce qui est référencement web d'un site, notamment pour le marketing aujourd'hui c'est indispensable. Les développeurs, ils savent faire. Dès qu'ils ont un cadre d'exigence, ils savent faire. Le RGA, il est peut-être même mieux documenté que le SEO. Ce qu'on a fait chez Enedis, adapter le matériel, adapter l'offre de service, on le faisait déjà très bien pour nos VIP, nos WIP et pour certaines populations métiers. Donc la question, c'est pas tant de savoir comment on va faire, on sait déjà comment on va faire, la question c'est est-ce qu'on y met les moyens ou pas, parce qu'une fois que c'est fait et que les gens sont motivés, il n'y a même pas forcément besoin de beaucoup de budget sur la table, les choses avancent très très vite. Au final, la solution, ce serait justement d'intégrer ces thématiques de RG2A dans les formations justement de développeurs, de designers de sites internet. Est-ce que c'est déjà le cas ou ça tend à... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est comme l'éco-conception. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans les... dans la majorité des écoles d'ingénieurs informatiques, on ne retrouve pas ces notions-là. Alors que ça fait partie des bonnes pratiques. Quand on fait venir chez soi un électricien, on s'attend à ce qu'il fasse un travail conforme aux obligations légales. Et donc, en fait, quand on fait appel à des professionnels du numérique, on s'attend aussi à ce qu'ils fassent un travail conforme. Et il y a un élément qui est intéressant, c'est le parallèle avec tout ce qui est référencement naturel. En fait, on fait beaucoup d'efforts pour faire venir des gens sur nos sites internet, et c'est quand même dommage qu'ils repartent parce que le site n'est pas vraiment accessible. Donc c'est là aussi un problème de performance. On retrouve cet élément-là, mais c'est pour dire renforcer, mettre l'accent une fois de plus sur l'accessibilité numérique, l'importance de l'accessibilité numérique. Merci Eric. Nicolas, peut-être un dernier mot? Oui, je voulais juste compléter et finalement aller dans la même direction que Jade. C'est-à-dire le référentiel d'accessibilité, c'est l'outil indispensable pour pouvoir permettre l'accès à l'information pour les personnes handicapées. Mais c'est une sorte de minimum en fait. C'est-à-dire si on ne fait pas ça, il y a peu de chances derrière que ce soit réellement utilisable par les personnes handicapées. Mais au-delà de ce référentiel, il faut aussi engager le dialogue avec les utilisateurs, et spécialement les utilisateurs en situation de handicap, être à l'écoute aussi de leurs retours, de leurs besoins, pour vraiment pouvoir derrière construire des sites ou des applications mobiles qui soient accessibles et qui répondent aux besoins des utilisateurs. C'est-à-dire qu'au sein de la SNCF, vous avez un groupe qui a pour vocation justement de tester les services outils numériques développés en interne, c'est ça? Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de la direction de l'accessibilité. Au sein de SNCF, il y a un groupe qu'on appelle le groupe Miroir, qui est un groupe constitué de collaborateurs en situation de handicap, qui sont volontaires pour faire des tests autour de l'accessibilité. Ça peut être très bien des tests en gare, par exemple, tester des équipements en gare, comme tester des dispositifs numériques. Et justement, essayer d'avoir un premier retour des utilisateurs en situation de handicap par rapport à ce qui a été fourni comme service. Donc ça rejoint un peu ce que disait Jade sur les biais validistes, sur la nécessité de construire justement des groupes qui ont pour vocation de personnes qui ont pour vocation de tester ces services, ces outils numériques. Et enfin, Caroline, je te laisse le mot de la fin. Alors, j'avais pas spécialement de mot de la fin. Je pense qu'il nous manque le petit côté question de réponse. L'objectif, c'est aussi de rassembler tout ce qui a été dit et de se dire avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour améliorer la situation. Et je pense que c'est toute la partie accompagnement, que ce soit par les entreprises ou par les collectivités. Tout à l'heure, je vous parlais de salariés volontaires, nous qui œuvrent. Il faut savoir qu'on ne vient pas prendre la place des conseillers numériques. Je tiens quand même à le préciser. On vient compléter aujourd'hui ce qu'ils font comme travail. Il y a 400 personnes, ils l'ont dit tout à l'heure sur l'Occitanie. Et nous, derrière, on vient compléter parce qu'il y a des endroits où on est en pénurie de ces conseillers numériques et des collectivités se retrouvent en difficulté. Et je pense que c'est dans ce sens-là où il faut aller accompagner au plus près les personnes. Et aujourd'hui, une direction accessibilité, il y en a une chez Orange aussi, donc toute la partie handicap est traitée aussi. Maintenant, pour moi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller trouver peut-être des nouveaux partenaires avec qui on pourrait aller travailler pour accompagner le plus de monde. Le message est passé. Est-ce que vous avez une question? Toujours pas.
Auquel cas, oui. Merci. Vous m'entendez, c'est bon? Parfaitement. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Laetitia, je suis créatrice de site internet et UX designer. Et le sujet m'intéresse beaucoup parce que je me forme tous les jours en fait, sur le sujet pour sensibiliser à mon tour mes clients et faire des maquettes tout simplement qui sont entièrement accessibles. Vous nous avez parlé de formation. Est-ce que vous auriez des recommandations de formation? Parce qu'il y a de tout et de rien en fait lorsqu'on recherche. Donc, si jamais vous avez éventuellement des formations qui peuvent être recommandées, ça serait intéressant, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors je peux répondre directement. Il y a donc un acteur français qui s'appelle Access 42, qui, à mon avis, sont les meilleures formations. Enfin, il y a d'autres acteurs. Hein. Il y a donc Access 42, Temesis, Ideance. Donc je dis voilà. Après, Access 42 a l'avantage d'avoir des formations certifiantes. Une sur le développement de sites web accessibles, donc c'est plutôt à destination des profils techniques. Et il y a une formation conception fonctionnelle et graphique qui est très bien de 2 jours. Et après, voilà, il y en a aussi, comme je vous disais, chez Ideance et Temesis. Voilà. Mais je connais bien Access 42, voilà, je recommande celle-ci, mais après, les autres sont sans doute bien. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Grégory Morin, je travaille à la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, notamment sur ces questions d'accessibilité. On est équipé d'ISIO notamment. Nous, on a, dans le cadre du RGA, on a mis en accessibilité, enfin en conformité notre site. Et je voulais juste un témoignage qui pourrait amener des réflexions. C'est que déjà, on a eu un audit, on a fait des améliorations, on a fait un contre-audit donc par quelqu'un d'autre qui nous a dit mais qu'en fait le premier audit il respectait certains paramètres, mais que eux en respectaient d'autres et que du coup c'était pas exactement la même chose et que pour faire le contre-audit de l'audit c'était compliqué pour atteindre le niveau de conformité. Donc déjà c'était une première interrogation qu'on avait. Puis après quand on a parlé au niveau des associations et autres pour savoir comment ils considéraient eux l'accessibilité, des associations de personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap, ils me disaient mais le RGA c'est principalement pour les personnes en situation de handicap visuel. C'est-à-dire que c'est ça qui va être pris en compte principalement. Donc on est en accessibilité numérique. Si vous prenez le handicap psychique, il n'est quasiment pas pris en compte. Le handicap mental non plus. Le handicap moteur, ça peut être compliqué. Vous donniez l'exemple du handicap auditif tout à l'heure. Donc il est sur les éco-conceptions, en fait, nous, on a du mal à se représenter quand on fait des sites Internet. Je vous regarde en même temps. Parce qu'en fonction des bénéficiaires qu'on a, ça dépend aussi des technologies qu'ils vont avoir chez eux ou pas. Donc c'est là où l'ISIO est pratique, parce que si les personnes n'ont pas de technique chez eux, grâce à cet outil-là, pour peu que l'accès à l'outil lui-même soit accessible, en fait, ils vont pouvoir compenser un petit peu leur handicap. Mais il y a des fois où c'est quand même extrêmement compliqué. Et nous, on a un vrai questionnement autour de ça. Par exemple, il y a des personnes qui nous disent, mais nous, des fois, on a besoin juste d'avoir des contenus en texte brut. Et rien d'autre que du texte brut, donc c'est-à-dire que chaque page soit accessible en texte brut, et après c'est notre outil de lecture qui va faire le reste, parce que après vous, dès que les pages sont formées de telle manière, ça devient compliqué, dès qu'il y a des pop-ups, ça devient compliqué, dès que la page est coupée en plusieurs endroits, c'était très compliqué. Et donc on voit bien que enfin nous on en est là en tout cas dans le diagnostic, et c'est intéressant que je puisse vous rencontrer éventuellement en cas des ateliers après pour en discuter. On voit bien que la question de l'accessibilité, nous, si on avait visé d'avoir un 100% conforme, en fait, le 100% conforme, du point de vue de nous, nos usagers, de nos bénéficiaires, ça exclut quand même pas mal de monde. Et c'est pas du tout 100% conforme au sens de 100% des usagers. Alors, pardon, là, du coup, je réagis parce que je ne sais pas qui vous a dit que le RGE2A adressait le handicap visuel uniquement. C'est faux. Voilà, c'est faux. En effet, alors c'est vrai que dans le handicap visuel, pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran type VoiceOver, JAWS, etc., des plages braille, il y a pas mal de critères, hein, en effet, qui relèvent, qui permettent à ces personnes-là d'avoir une restitution du contenu, mais pas du tout. Le handicap moteur est très bien pris en compte. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un support clavier. Hein, c'est une des premières bases. Donc, un support clavier, ça veut dire que votre site, il est navigable au clavier.
Donc pour les personnes handicapées moteurs qui ont des technologies d'assistance, comme on a pu, comme tu as pu en parler là tout à l'heure, genre les claviers adaptés, des souris adaptées, c'est indispensable. Et à l'heure actuelle, l'écueil, c'est beaucoup de sites qui sont uniquement où on peut faire des actions uniquement à la souris, gros écueil. Du coup, ça exclut complètement les personnes en situation de handicap moteur. Au niveau du handicap psychique, en fait, ou handicap mental, en effet, il y a des choses en matière qui vont rejoindre l'ergonomie de base et qui sont dans le RG2A. C'est en effet la place, toujours à la même place, certains éléments, d'avoir des menus de navigation, des moteurs de recherche, des plans du site, ce genre de choses. Donc ça, c'est couvert en fait dans le RG2A. Donc je ne sais pas très bien. Alors en effet, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est oui, en effet, une fois qu'on a fait le RG2A, peut-être que 100% d'usagers en situation de handicap ne pourront quand même pas accéder, mais en tout cas, une bonne partie puisse accéder. Pour autant, il faut que ces personnes-là, elles soient aussi à l'aise avec leur technologie d'assistance. Alors comme vous dites, tout le monde n'a pas une technologie d'assistance, c'est-à-dire un terminal qui soit adapté. Cependant, pour les personnes qui sont en difficulté, ils ont souvent leur matériel. Ils ont souvent, pour les braillistes, une plage braille couplée parfois à un lecteur d'écran. Comme je vous disais, il y a une grande diversité dans le handicap moteur. Pour les personnes qui aussi... maintenant, il y a Dragon aussi, qui est un logiciel qui permet à la voix de prendre des commandes à différents emplacements sur le site web pour autant que ce soit bien fait. Mais souvent, les personnes sont quand même assez équipées. Après, c'est le rôle aussi parfois des associations de personnes handicapées de les former à ces technologies d'assistance, parce que c'est vrai que si on ne vous forme pas, par exemple VoiceOver, qui est intégré nativement à l'iOS d'Apple, il y a des commandes qui font que si je ne les connais pas très bien, je vais passer à côté de choses qui vont me permettre de plus facilement avoir ce contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a aussi dans les deux sens, il y a une formation aussi envers les personnes qui utilisent les technologies d'assistance pour qu'elles sachent bien l'utiliser. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé sur votre audit et contre-audit, c'est curieux. Parce que, je sais pas, normalement, c'est très cadré, en fait. Ce que je veux dire, un auditeur GA, il y a même, vous allez voir sur le site, il y a même une grille Excel qui est assez formatée. On n'a pas tellement c'est pas très fantaisiste, quoi. On ne peut pas se permettre de faire des tas de choses. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu un couac, mais... Voilà. Après, comme vous dites, oui, il y a certains handicaps, c'est très compliqué. Par exemple, à l'heure actuelle, il manque des ressources pour traduire tout en LSF, par exemple, de traduire tout un site en LSF. Ça, c'est sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand même le RGA s'adresse quand même à une grande diversité de handicaps et pas que visuels, quoi. Voilà. Alors malheureusement, on va manquer de temps. Je vois que l'heure défile. Je pense que vous pourrez poursuivre votre conversation juste après. Durant les ateliers, je tiens surtout à remercier tous les intervenants d'aujourd'hui, donc Jade, Caroline, Eric, Thibaut et Nicolas, pardon. Et je tiens également à remercier les personnes qui étaient en ligne, puisque là on va passer dans un format 100% atelier, donc qui ne sera pas diffusable. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très bientôt, à l'année prochaine sans doute, ou cette semaine pour la mêlée numérique. À bientôt, au revoir.